petite vidéo, un extrait d'un film, un très joli film, vous allez voir, qui va nous introduire dans la thématique de ce soir. Donc voilà, place à cet extrait, à cette projection. Je disais place à cette projection en introduction. On a tellement fait de choses ensemble. Marc a 50 ans. Il est atteint d'un cancer et aujourd'hui ne peut plus parler. Ce sera des moments inoubliables. C'est un moment intense d'affection, d'échange, d'amour. Donc voilà, c'était un peu court, mais ce film intitulé La mort est juste une marche a été réalisé par KTO. La séquence que vous voyez est une séquence filmée dans une unité de soins palliatifs. Donc voilà, une fin de vie sereine à quelles conditions? Nous voulons tous, pour nous-mêmes et pour nos proches d'abord, et sans doute aussi pour nous, une belle mort. Mais que faut-il entendre par bien mourir? Cette question est clivante dans le champ politique, preuve les débats houleux au Parlement autour de la loi dite Leonetti-Claes, adoptée le 2 février 2016. Les candidats aux primaires de droite puis de gauche se sont prononcés. Le droit à mourir dans la dignité, sous-entendu le droit à l'euthanasie ou au suicide assisté, est par exemple une des mesures mises en valeur par Bruno Le Maire. Selon plusieurs sondages, les Français se disent majoritairement favorables à l'euthanasie pour des patients en fin de vie affectés par des douleurs physiques ou psychologiques intolérables. C'est ce que fait apparaître un sondage pour la Fondation Adrea, paru dans le Figaro en date du 22 novembre dernier. La plupart des personnes interrogées ne savent pas ce que représente vraiment la loi. Donc je crois important de faire de la pédagogie autour de cette loi. Nous demanderons à M. Leonetti de bien nous la présenter. Donc, pour nous éclairer, nous avons réuni outre M. Leonetti, Madame Marie-Dominique Trébuchet, ainsi que Emmanuel Hirsch. Donc je vais vous les présenter plus amplement avant de donner la parole à chacun d'entre eux. Jean Leonetti est médecin cardiologue de formation, ancien vice-président du Parti radical puis de l'UMP, actuel membre des Républicains. Il est maire d'Antibes depuis 1995 et député des Alpes-Maritimes depuis 1997. Il est principalement connu pour avoir donné son nom à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Loi qui a été révisée en 2016, comme je viens de le dire. C'est lui qui parlera en premier. Après avoir précisé ce que recouvrent les expressions suicide assisté, euthanasie, sédation terminale, il nous dira ce qui distingue la nouvelle loi de celle de 2005, quelle modification d'importance introduit-elle, pourquoi cette mise à jour a-t-elle eu lieu, est-ce pour répondre à une demande pressante du politique, de la société, des lobbies. Nous donnerons ensuite la parole à Marie-Dominique Trébuchet, théologienne spécialisée en éthique. Sa thèse de théologie a précisément porté sur l'élaboration de l'éthique de fin de vie. Enseignante à l'Institut catholique de Paris, elle est également bénévole en accompagnement des personnes en fin de vie depuis 13 ans et vice-présidente de l'association AIM, Accompagner ici et maintenant, également vice-présidente de la maison médicale Jeanne Garnier. Elle est également vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, SFAP. Elle nous dira ce qu'on entend par soins palliatifs, qui peut y prétendre, à quel moment,
Quelle pratique a-t-on de la sédation plus ou moins prolongée dans ces unités de soins? L'offre de ces unités répond-elle à l'actuelle demande? Comment cette dernière est-elle susceptible d'évoluer suite aux nouvelles dispositions de la loi Leonetti qui accorde un droit à la sédation profonde? Elle nous dira aussi comment l'Église catholique reçoit cette nouvelle loi. Enfin, en dernier, Emmanuel Hirsch prendra la parole, directeur de l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France et de l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurologiques dégénératives. Il est professeur d'éthique à la faculté de médecine de l'université Paris-Sud, Paris-Saclay. Son doctorat de philosophie est consacré à l'éthique médicale. Il nous dira si l'on vieillit et si l'on meurt mal en France, comme on l'affirme souvent. Il nous dira aussi en quoi cette question du mal mourir, si toutefois c'est le cas, en quoi cette question interfère ou non dans le débat sur l'euthanasie. Comment il reçoit la nouvelle loi, je veux dire la loi de 2016. Est-ce que la sédation profonde est une sédation palliative, comme le disent certains, ou un droit à mourir dans la dignité, ou plutôt une euthanasie déguisée? Bref, un rempart contre l'euthanasie ou une étape vers elle. Autre question récurrente à laquelle je vous demanderai de répondre, c'est comment va désormais évoluer la relation entre le patient et son médecin, mais peut-être que Jean Leonetti, lui-même médecin, pourra nous dire ce qu'il en est. Donc je vous demanderai un exploit, c'est-à-dire de limiter votre temps de parole à 10 minutes chacun. Ensuite, nous reprendrons ce que vous avez dit pour un débat contradictoire mais bienveillant entre vous pendant 20 minutes, et puis il vous restera normalement 20 minutes pour vous poser vos questions. Quelqu'un dans la salle vous prendra les questions que vous aurez auparavant écrites sur un papier qu'on vous aura distribué si nécessaire. Les questions qui, s'il vous plaît, seront rédigées de manière concise. Voilà, donc Jean Leonetti, alors cette loi de 2016, qu'est-ce qu'elle change? D'abord, il faudrait que vous nous parliez de la loi de 2005. On va commencer par le début, hein, les grandes lignes. Puis peut-être tout d'abord du vocabulaire. Sédation profonde, suicide assisté, euthanasie. Merci. Donc on va essayer de... D'abord, merci de m'avoir invité. Et puis, c'est la première fois que je vais essayer de tout dire en 10 minutes. Vous savez que déjà, un médecin, c'est quelquefois bavard, un député encore plus. Donc je vais faire un gros effort. C'est vrai que vous avez raison de dire que les mots sont importants, parce que derrière les mots, il se cache des choses. Moi qui adore Camus, Camus disait que c'est insultant, en fait, de ne pas nommer ou de mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et dans le sujet qui nous préoccupe, effectivement, il faut bien savoir de quoi on parle. Juste un préambule pour dire que la mort, c'est une caractéristique de l'humain, c'est probablement le seul animal qui sait qu'il va mourir. Et paradoxalement, dans la société dans laquelle on est, il vit, comme disait Sartre, comme s'il ne devait jamais mourir. Parce que ce matin, on s'est tous levés sans se préoccuper et sans penser qu'on pouvait mourir alors qu'on pouvait mourir. Et qu'on peut encore mourir dans la nuit. Donc, je ne dis pas ça pour inquiéter qui que ce soit, mais enfin, c'est quand même une réalité. Donc c'est une réalité que l'on connaît, et en même temps que l'on ne vit pas. Le deuxième point, c'est qu'on vit dans une société très particulière, avec une caractéristique, c'est que la mort est devenue hospitalière, et quelquefois, et donc médicalisée, et quelquefois elle est devenue inhospitalière, parce que la médecine moderne est très capable de prolonger la vie, mais pas forcément d'améliorer la qualité de la fin de vie. Je suis un peu schématique et je m'en excuse, tout ça mériterait des développements, mais si on va à l'autre sujet, c'est une société qui va vite, et dans cette société qui va vite, sur laquelle on pourrait aussi s'interroger, il y a quand même une caractéristique, c'est que les temps de la mort sont, sur le plan de la société, raccourcis. Le deuil, c'est le temps de l'après la mort, est raccourci, est presque escamoté. Et puis, le temps qui précède la mort est ressenti par beaucoup de nos concitoyens comme un temps inutile, ce que je ne pense pas. Donc, dans ce contexte-là,
Je ne reviens pas sur pourquoi on a fait la première loi. Il y avait l'affaire Vincent Humbert, avec un jeune homme qui avait demandé au président de la République, qui était Jacques Chirac à l'époque, le droit de mourir. Et donc, dans ce contexte, on fait une mission parlementaire qui dure une année. Et au fond, on fait émaner, à mes yeux, et là aussi, pardon du résumé, au fond, un conflit de valeurs. Je crois qu'il faut l'accepter tel quel. Conflit de valeurs, je trouve que c'est le vrai débat éthique. Quand vous écrivez liberté, égalité, fraternité, vous savez très bien que la liberté et l'égalité, de temps en temps, se frictionnent. Et que s'il y a trop de liberté, il y a moins d'égalité. Et que s'il y a trop d'égalité, il y a moins de liberté. Et donc, pourtant, c'est des valeurs que l'on considère comme étant intangibles. Donc, s'il y a une loi au fond, qui apparaît, c'est qu'il y a deux piliers, la vie humaine, d'un côté, et de l'autre côté, la liberté. Si on posait ces termes-là, on se dirait, au fond, de temps en temps, c'est un conflit de valeurs entre ces deux valeurs. Et au fond, si on va un peu plus loin, et pardon de résumer encore le résumé, on pourrait presque dire que c'est une éthique de la vulnérabilité. Et le vulnérable, ma société me dit, je dois te protéger, et te protéger quelquefois malgré toi. La preuve, c'est qu'on réanime les suicidés, il y a une volonté de mourir, entre guillemets, et en même temps, quand il arrive dans l'hôpital, on l'empêche de mourir. Donc c'est un exemple évident de conflit de valeurs entre une volonté exprimée individuelle et un collectif qui s'oppose à cette volonté pour le bien de la personne. Et la France est assez sur le versant solidaire plutôt que sur le versant libertaire. D'autres pays ont fait d'autres choix. Donc éthique de la vulnérabilité, mais en même temps, en face, il y a l'éthique de l'autonomie. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Cette question-là est importante parce que souvent, lorsque le malade est affaibli parce qu'il a perdu une partie de ses facultés, parce qu'il est près de la mort, on a un peu tendance à choisir à sa place, considérant qu'au fond, le sachant et les bien portants, qui ont un raisonnement et qui sont en force, peuvent décider à sa place. Et on voit bien que cette éthique de la vulnérabilité, cette éthique de l'autonomie, l'éthique de l'autonomie, elle dit « je veux » ou « c'est mon choix », et l'éthique de vulnérabilité, elle dit « je te protège », ou plutôt elle dit « nous te protégeons ». Si on va au bout de la première loi, et on ne va pas rentrer dans le détail de la loi, au fond, elle disait trois choses. Elle disait « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, et je ne te prolongerai pas de manière anormale ». Bien sûr, les trois sujets sont des sujets complexes. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas abandonner quand on fait de la médecine? Et qu'est-ce que ça veut dire je ne te laisserai pas souffrir? Mais la loi de 2005 ouvrait une porte, et elle l'ouvrait franchement, en disant il y a le double effet. Le double effet, ça veut dire que si à l'ultime fin de vie, pour soulager ta souffrance, je suis obligé de prendre le risque de raccourcir ta vie, mon devoir est quand même de soulager ta souffrance. Le deuxième élément, c'est que je ne te prolongerai pas de manière anormale, et donc c'est ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable ou l'acharnement thérapeutique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je préfère obstination déraisonnable à l'acharnement thérapeutique. On s'en est expliqué tout à l'heure. Les médecins comme moi, qui sont réanimateurs et cardiologues, se sont beaucoup acharnés avec des traitements, peut-être quand même dans l'intérêt du malade. Donc, obstination déraisonnable, ça veut bien dire qu'on sort de la raison et qu'on prolonge la vie au-delà de la raison. Quand est-ce qu'on prolonge la vie au-delà de la raison? On a toujours dit qu'il valait mieux se parler, parce que le dialogue entre les personnes permet mieux de dire que cette vérité fragile, de l'instant dans lequel on va au-delà du nécessaire, il vaut mieux le faire en discutant ensemble plutôt que de prendre une décision individuelle. Et ça a été la collégialité. Mais au fond, ça veut dire que ma toute-puissance médicale ne doit pas s'opposer de manière obstinée à la mort. Et lorsque la mort doit venir, je dois, entre guillemets, accepter de laisser mourir et pas de faire mourir. Là-dessus, vous allez me dire, déjà, il y a une ambiguïté. Oui, il y a une ambiguïté, mais l'intention est importante. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je soulage? Est-ce que je soulage avec des doses qui vont tuer le malade? Et alors là, je ne suis pas dans le soulagement. Ou est-ce que je soulage parce que je vois que sa souffrance est réfractaire et que je suis obligé de continuer? Donc, au fond, il y avait trois principes qui ouvraient deux portes, celle du double effet, et l'autre qui consistait à dire « j'ai le droit d'arrêter un traitement, même si ce traitement est salvateur. J'ai le droit d'arrêter un respirateur. » Bon, au fond,
pardon de dire que ça se faisait bien avant, et ça se faisait de manière assez clandestine, et pas toujours de manière réfléchie et éthique. Donc voilà les deux marqueurs transgressifs, puisque j'arrête un traitement qui maintient la vie, et en même temps je soulage une souffrance en sachant que peut-être j'accélère ma mort. Mais je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, et je ne te prolongerai pas de manière anormale. 2016 arrive, soyons clairs et francs, peut-être qu'en 2009, François Fillon, qui était Premier ministre, me demande de réviser la loi, parce qu'il y avait à la fois des plaintes d'un côté et de l'autre. Certains disaient on met des sédatifs à tout le monde, et d'autres disaient il y a encore des malades qui hurlent de douleur en fin de vie, c'est insupportable. Je fais à cette époque-là une proposition sur la sédation qui commençait à être travaillée sur les services de soins palliatifs. 2016, on change de président, donc c'est plus Jacques Chirac. Entre-temps, il y a eu Nicolas Sarkozy. Et le président, c'est François Hollande, et il propose une solution ambiguë en tant que candidat. Ambiguë parce qu'il dit je propose qu'on aide à mourir dans la dignité. Derrière le mot dignité, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toujours le mot euthanasie. Donc les partisans de l'euthanasie disent youpi, ça y est, on va faire l'euthanasie. Les partisans de soins palliatifs disent la dignité humaine, ça ne se tronçonne pas. Il n'y a pas de dignitomètre, tous les hommes sont dignes, y compris celui qui est le plus vulnérable et qui va mourir. Et donc si on veut respecter la dignité de l'homme, tant mieux. Toujours est-il que, et je passe sur les épisodes, finalement François Hollande me demande avec un député de l'opposition, de la majorité, j'anticipe, me demande de travailler sur le sujet. Et je fixe une ligne qui me paraissait la ligne normale, c'est-à-dire que je dis je ne légaliserai pas le suicide assisté, Monsieur le Président, et je ne légaliserai pas l'euthanasie. En revanche, il y a deux sujets qui sortaient du rapport SICAR et du rapport du comité d'éthique, qui étaient peut-être qu'il faut travailler sur la sédation à la phase terminale, et les directives anticipées qu'on avait mis dans la première loi, et qui étaient un papier blanc sur lequel on pouvait écrire ce que l'on ne voulait pas, eh bien, était un échec, puisque 2% des Français seulement avaient écrit leurs directives anticipées. Donc on travaille sur les deux sujets. Sur le premier sujet, je triche un peu, je peux l'avouer ici, je regarde dans la Société française de soins palliatifs dans quelles conditions on a le droit de faire une sédation. Et au fond, il y a deux conditions. Il y a une condition qui est qu'on soit en toute fin de vie, parce qu'on n'endort pas les gens pendant des mois, c'est évident. Et donc, être endormi à la fin de vie, ça ne peut se concevoir que lorsque la mort est proche. Et le deuxième point, il faut qu'on accède à cette demande, puisque c'est une demande du malade, et plus une proposition du médecin, que dans la mesure où le médecin constate que la douleur et la souffrance sont réfractaires. Réfractaire, ça veut bien dire j'ai tout essayé et j'ai plus d'autre choix que d'endormir le malade. Je reconnais très volontiers que depuis l'Antiquité, hypnose et thanatos se marient assez bien, et dormir et mourir, c'est pas la même chose. Mais enfin, ce sont, comme le disait Homère, deux jumeaux issus d'une seule mère qui est la nuit. Et au fond, la nuit enfante deux enfants, le sommeil et la mort. Et donc, bien sûr, quand on dit « je vais vous endormir » et vous n'allez plus vous réveiller, on voit bien que les mots peuvent cacher une réalité qui est qu'au fond, la différence entre le sommeil et la mort, c'est que du sommeil, on s'en réveille, et que de la mort, on ne s'en réveille pas. Et donc, effectivement, on est sur une ligne dans laquelle le malade peut demander une sédation, et le médecin contrôle que les deux conditions pour obtenir cette sédation sont des conditions médicales. La fin de vie est très proche, hein, et le deuxième, on n'a même pas mis terminal, parce que terminal, c'est encore très long. On a dit lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, et de l'autre côté, il faut que la souffrance soit réfractaire, c'est-à-dire qu'on ait essayé tous les traitements, et que malgré tout, la souffrance persiste. Je le précise, on peut le préciser, souffrance morale ou souffrance physique. Et donc, effectivement, il y a eu des gens qui disaient que c'était de l'eau tiède, comme toujours, ou de l'eau bénite, et puis d'autres qui ont dit que, effectivement, ça allait trop loin. Sur les directives anticipées, on a essayé de préciser, et la principale réforme sur la directive anticipée, c'est qu'il y a un modèle qui est fait par la Haute Autorité de Santé, validé par le Conseil d'État, et plutôt que de... Qu'est-ce que vous écrivez si je vous dis, mais écrivez vos directives anticipées?
Moi, le jour où j'ai écrit mes directives anticipées, j'ai écrit si je me trouve dans une situation dans laquelle j'ai des lésions cérébrales majeures et irréversibles, entraînant de manière définitive une absence totale de conscience de moi et de relation à l'autre, je considère qu'alors, après un délai raisonnable, parce qu'il faut toujours se méfier de ses confrères, la sédation peut être à ce moment-là appliquée avec un arrêt thérapeutique. Vous voyez que c'est quand même compliqué, et je le fais parce que je suis médecin et j'ai mis 7 ans pour l'écrire. Donc il valait mieux quand même avoir un outil pédagogique qui ne soit pas incitatif dans un sens ou dans un autre, mais qui pose des questions. Donc ça, c'est la première des choses, c'est fait. Le deuxième, les Allemands ont fait ça, ils ont à peu près la même législation que nous, et ils ont 12,5% de gens qui rédigent leurs directives anticipées. Il faut se poser après la question à quoi ça sert la directive anticipée. Ça sert à calmer surtout l'angoisse de celui qui les écrit au moment où il les écrit. Et ça sert à enlever la culpabilité des gens qui sont autour lorsqu'on se met à se dire bon ben c'est ça qu'il aurait voulu. Pardon de le résumer comme ça, mais c'est plus compliqué, mais ça me paraît être utile dans ce sens-là. Et puis, ces directives anticipées, maintenant, elles sont opposables. Opposable, c'est insupportable d'imaginer qu'elle soit opposable. Si elle est vraiment opposable, le suicidé écrirait « je veux mourir », on dirait « c'est une directive anticipée », il arriverait à l'hôpital, et à ce moment-là, on ne le réanimerait pas, puisqu'il a des directives anticipées opposables. Donc, la subtilité de l'éthique, c'est toujours de trouver un élément qui modère le premier élément. Donc, il faut que le médecin juge de l'opportunité ou pas. Et dans ces directives anticipées, le malade arrive, il est dans le coma, il a le cerveau totalement détruit, et il dit, si j'ai le cerveau totalement détruit, je vais faire de gestes de réanimation intempestive. On fait une réanimation d'attente, on lit les directives anticipées, est-ce que c'est raisonnable ou déraisonnable, on discute collégialement, et on suit la directive anticipée. Mais, si le médecin juge que les directives anticipées sont inappropriées, c'est le terme qui a été utilisé, qui est un terme flou, qui ne correspond pas à ce que l'on pense, ou qui n'est pas en rapport avec l'affection. Je raconte toujours cet homme qui avait un coma éthylique et qui m'avait écrit, parce que je pratique les directives anticipées depuis longtemps, qui avait écrit « si je suis dans le coma, je ne veux pas être réanimé », parce qu'il avait peur d'avoir une hémorragie cérébrale. Il a été réanimé, un coma éthylique, d'ailleurs ça ne se réanime pas, ça se solde par une mauvaise nuit et des maux de tête le lendemain. Et donc effectivement, on réanime, parce que ça ne correspond pas à la pathologie. Donc il y a un problème de jugement du médecin qui peut suivre ou ne pas suivre les directives anticipées selon qu'il les trouve raisonnables et adaptées ou selon qu'il les trouve inappropriées. Et pour le faire, s'il ne va à l'encontre de ce qui a écrit dans les directives anticipées, il doit appeler un autre médecin qui vérifie avec lui qu'il y a une inappropriation de la directive anticipée. Voilà en gros les deux lois. La première a été votée à l'unanimité sous un gouvernement de droite, la deuxième a été votée à l'unanimité sous un gouvernement de gauche. Bon, j'imagine qu'il y a des candidats à la présidentielle qui sont de gauche-gauche, qui peuvent éventuellement proposer qu'on revienne dessus. Mais il me semble que le cadre que nous avons aujourd'hui, avec toutes les difficultés des mots et des actes qui suivent les mots, et de la possibilité de dérive d'une loi, eh bien, je pense que la société française ça se l'est appropriée. Je dirais même qu'elle l'a un peu coécrite et qu'aujourd'hui, laissons vivre la loi, parce que tout le droit n'est pas dans la loi et toute la vie n'est pas dans le droit. Merci, M. Lanetti, pour cet effort de synthèse, même si nous avons déjà pris 5 petites minutes dans le direct, mais c'est pas grave. Il y aurait beaucoup de choses à retenir. Je vois notamment la toute-puissance médicale ne doit pas s'obstiner face à la mort, et beaucoup d'autres choses très intéressantes. Sans tarder, je passe la parole à Marie-Dominique Trébuchet, qui va nous parler notamment des soins palliatifs. Merci. Voilà, je parle après Jean Leonetti qui a parlé comme médecin, je pense d'abord, et puis comme législateur. Moi, je vais parler comme bénévole, comme personne, voilà, qui accompagne des personnes qui arrivent à la fin de leur vie. Et puis comme théologienne aussi, parce que j'ai fait un travail de recherche à partir de cette pratique-là, un travail de recherche qui a porté précisément sur les débuts, les prémices des soins palliatifs en France dans les années 70-80, avant la première ouverture de la première unité de soins palliatifs en France par le professeur Abivin,
à la cité universitaire en 1986. Avant cela, eh bien, il y en a qui, voilà, des médecins, des infirmières qui travaillent et qui sont soutenus par un jésuite moraliste qui s'appelle Patrick Verspieren et qui a pendant 10 ans travaillé à écouter. Il a écouté les aides-soignants, il a écouté les malades, les familles, il a écouté les médecins. Et puis, voilà, il a œuvré précisément pour qu'on puisse enfin prendre en compte la douleur, la souffrance et la soulager. Il y avait une grande résistance médicale à l'époque contre, voilà, vis-à-vis de la morphine, les morphiniques qui faisaient très peur. Il y avait une grande résistance. Les Anglais étaient un petit peu plus avancés que nous et je ne voudrais pas parler des soins palliatifs sans citer plusieurs noms parce que les soins palliatifs, ce sont d'abord des personnes. Donc je vais vous citer quelques noms de personnes qui sont très importantes. Et la première que je cite, c'est Cicely Saunders. Cicely Saunders, c'est une infirmière au départ, et puis elle est médecin. Et c'est à l'écoute des personnes, vraiment en les accompagnant, qu'elle va petit à petit voilà, mettre au monde, inventer ce que nous appelons aujourd'hui les soins palliatifs. Ça ne s'appelait pas comme ça. À l'époque, le mot nous vient du Québec, un petit peu plus tardivement. Et j'insiste là-dessus parce que, d'abord, les soins palliatifs ne sont pas une notion. Voilà, on n'est pas dans la théorie. On est d'abord dans la pratique par des hommes et des femmes qui ont effectivement au départ transgressé, parce qu'ils voilà, ils se sont rendus compte que leur pratique allait contre leurs valeurs et l'humanité, et ils ont pris les moyens de changer pour soulager les souffrances des personnes et pour les accompagner jusqu'à la fin de leur vie et jusqu'à la mort. Donc j'ai cité Cicely Saunders et je cite la fidèle qui travaillait avec elle. Je la cite en plus parce que je sais que le président de l'Arche est dans la salle et que c'est la sœur de Jean Vanier qui travaillait avec Cicely Saunders, Thérèse Vanier. Ce sont deux grandes fondatrices des soins palliatifs modernes et elles racontent qu'elles ont appris en écoutant les personnes. Et Cicely Saunders écrit qu'il y avait une personne qui n'arrivait pas à dire où elle avait mal. Et elle disait, mais tout me fait mal. Et c'est en écoutant cette personne que Cicely Saunders a révolutionné la prise en charge de la souffrance. Parce qu'elle a réalisé là, comme médecin, que la douleur, ça n'était pas que la douleur physique. Ça n'était pas que voilà, un symptôme qu'on pouvait nommer et localiser facilement. C'était bien plus large que ça, la douleur. Et la souffrance, elle était physique, certes, mais elle pouvait être psychique, elle pouvait être morale, ce pouvait être une souffrance spirituelle, et ce pouvait être une souffrance familiale, sociale. Et elle a conçu un concept, une notion, voilà, qu'on appelle la total pain, la souffrance globale. Mais je vous raconte cette histoire, je ne sais pas parler des soins palliatifs en dehors du récit et de l'histoire, je vous raconte cette histoire parce que les soins palliatifs aujourd'hui ne s'appuient pas sur des notions et sur des concepts, ils continuent de s'appuyer sur des personnes. Et ces personnes, alors ce sont effectivement les personnes qui sont malades, atteintes de maladies incurables et qui vivent les derniers moments de leur vie. La fin de vie, je ne sais pas trop ce que c'est, les médecins disent toujours la fin de vie, il n'y a que le législateur qui sait ce que c'est, parce que voilà, quand on sait vraiment ce qu'est la fin de vie quand la mort est arrivée. Voilà. Et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Je parle des personnes qui vivent la fin de leur vie, et puis je parle de tous ceux qui les accompagnent. Et la marque des soins palliatifs, c'est que accompagne ces personnes, le mot accompagnement est très important, hein, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et bien les personnes qui les accompagnent, ce sont les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, mais aussi la SH qui va nettoyer la chambre. C'est peut-être cette personne-là qui accompagnera le mieux la personne. C'est peut-être cette personne-là qui aura les mots pour soulager la souffrance. Puis il y a les bénévoles,
il y a les psychomotriciens, il y a les kinés, il y a aussi les personnes qui viennent masser, prendre soin, l'esthéticienne, et puis le coiffeur qui peut passer. Voilà, on accompagne la personne dans sa globalité. Elle continue à vivre et on l'accompagne avec sa famille. Donc ce sont vraiment des soins interdisciplinaires et qui s'adressent à la personne et qui s'adressent à la famille. Donc ça n'est pas ne rien faire. Professeur Sicard, quand il s'est mis à l'écoute lui aussi des personnes, hein, quand le président lui a demandé de diriger cette commission et qu'il a écouté les personnes, le professeur Sicard a cité un médecin, parce qu'il est allé, il est allé dans les hôpitaux, et il a beaucoup parlé du mal mourir, et il citait un médecin qui disait allez en soins palliatifs, je ne peux plus rien faire. Eh bien oui, mais non, c'est pas ça. En soins palliatifs, on continue à faire. Faire, c'est accompagner, c'est prendre soin. C'est un art de prendre soin de la personne et de l'accompagner. Et vous comprenez bien que les soins palliatifs commencent bien avant la fin de la vie. Ils sont là aussi avec le curatif. Le curatif, il a une visée, effectivement, qui est de guérir, mais il y a déjà du palliatif qui accompagne. Donc je pense que ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est de cette rupture entre le curatif. On fait tout ce qu'on peut, on ne s'acharne plus, on essaye de ne pas s'obstiner, on fait tout ce qu'on peut. Et puis un jour, on dit, mon pauvre monsieur, je ne peux plus rien pour vous, allez en soins palliatifs. Vous imaginez dans quel état les personnes arrivent en soins palliatifs, comme si c'était le couloir de la mort, sauf qu'ils réalisent que ça n'est pas ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre, et parce que c'est la vie, les soins palliatifs. Les deux intuitions fondamentales qu'il faut toujours se rappeler, qui viennent des précurseurs, c'est le soulagement de la souffrance. Je vous rappelle que les consultations pour la douleur, ça date du début des années 80, et vous avez tous, comme moi, le souvenir de personnes qui sont mortes dans de grandes souffrances, donc c'est soulager. Donc se former, pour employer les produits, pas faire n'importe quoi. Hein, et vraiment, voilà, adapter, c'est suivre heure par heure la personne pour adapter le meilleur soulagement possible. Donc d'abord être très bon. Les médecins et les infirmières se forment pour cela. Oui, mais il faut marcher sur deux jambes en soins palliatifs. Donc c'est le soulagement et puis c'est accompagner la personne. Donc le médecin, en soins palliatifs, il n'oublie pas qu'il est un être humain. Donc voilà, il a à cœur aussi de réfléchir à son éthique, de mieux savoir la vision de l'homme qui l'habite. Quelle est son anthropologie? C'est extrêmement important. Comment rester si proche de la personne qui va mourir? Comment rester à proximité de la mort? La mort est angoissante. Comment rester à proximité si on ne sait pas bien qui on est soi-même comme être humain, et donc qui est l'autre en face de moi, et quelle est notre commune humanité, hein, et quelle est cette fraternité qui nous unit et qui nous oblige envers l'autre. Donc voilà les deux intuitions fondamentales et les deux jambes sur lesquelles marchent encore aujourd'hui les soins palliatifs. Alors je crois que dans votre question, il y avait aussi la question qui concernait la position de l'Église. Je vous ai dit que je n'aimais pas ce mot-là, donc je ne vais pas l'employer. L'Église n'a pas de position, vous imaginez, c'est statique une position. L'Église, c'est vous, c'est moi, enfin tous ceux qui s'y reconnaissent. C'est vous, c'est moi, ce sont d'abord ceux précisément qui sont dans la pratique. Et quand je vous ai parlé du Père Patrick Verspieren, c'était important parce que l'Église a écouté avant d'écrire ce que pense l'Église et ses positions. Elle écoute et puis elle est investie dans des pratiques. Les chrétiens sont dans les unités de soins palliatifs, les chrétiens se forment, les chrétiens sont bénévoles avec les autres. Il n'y a pas que des chrétiens, et tant mieux, c'est bien. Voilà, ils sont d'abord dans la pratique, d'abord dans l'accompagnement de la personne humaine, en relation jusqu'au bout. Et puis effectivement, il y a ce travail d'élaboration et de réflexion éthique, et je vous ai dit que Verspieren avait mis 10 ans. 10 ans de réflexion, d'élaboration, d'écoute, pour pouvoir mettre par écrit, pour
pour guider la loi, mais par écrit d'une certaine manière, et puis les éthiciens, et puis l'Église à l'écoute de ces éthiciens aussi, mais par écrit, voilà, ce qu'elle croit important pour que soit respectée profondément l'humanité en chacun de nous. Je vais utiliser une formule qui est chère à la doctrine sociale de l'Église, c'est tout l'homme et tout homme. Tout l'homme dans sa globalité et tout homme quel qu'il soit, du plus petit. Et vous savez comme moi que le principe qui nous guide, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Le principe qui nous guide, et Jean Leonetti en a parlé, c'est d'accompagner la personne la plus vulnérable, dans son autonomie aussi, mais dans cette commune vulnérabilité qui nous permet de nous mettre à l'écoute les uns des autres. Donc l'Église n'a pas de position, elle accompagne. Mais elle a reçu, donc elle écrit aussi, et elle a été très attentive à l'élaboration de cette loi. Sous la direction de Monseigneur d'Ornelas, travaille un groupe à la Conférence des évêques de France. Dans ce groupe travaillent les médecins. Il y a des médecins de la maison médicale Jeanne Garnier qui participent à l'élaboration de cette réflexion. Ce groupe de travail s'exprime régulièrement. Vous trouvez leurs écrits sur le site de la Conférence des évêques de France. Allez voir. Et le 28 janvier 2016, la Conférence des évêques de France a publié un communiqué. Et ce communiqué, c'était d'abord un oui à la culture palliative, un oui à l'accompagnement, un oui à ce que dit la loi sur la mise en place de la formation, un oui au plan qui va permettre de développer les soins palliatifs. Et puis, ensuite, c'était une vigilance pour dire la loi n'a pas le dernier mot de l'éthique. Jamais. L'éthique continue précisément à réfléchir. Simplement, la loi donne le cadre. Et donc, la Conférence des évêques de France, ce groupe de travail, disait bien, soyons vigilants pour voir comment la loi sera mise en application selon les principes des soins palliatifs. Et les principes des soins palliatifs, nous venons de vous les redire, c'est ni euthanasie, ni acharnement, mais accompagnement de la personne jusqu'au bout de sa vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation synthétique. On aura bien compris que les soins palliatifs, c'était d'abord l'écoute attentive de la personne, qu'on arrive aux soins palliatifs en écoutant les personnes. Je retiens aussi la rupture trop grande entre le curatif et le palliatif. Je vais maintenant donner la parole à Emmanuel Hirsch. J'ai envie de bousculer l'ordre des questions que j'avais prévues initialement. C'est ça aussi, dans la vie, dans l'écoute de ce qui vient. Et vous dire la chose suivante. J'ai cru comprendre, en lisant un de vos derniers ouvrages, que vous étiez assez réservé sur la nouvelle loi, pas tant sur la loi de 2005 que sur la loi de 2016. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous considérez, au fond, que le développement des soins palliatifs, développement tel qu'il pourrait répondre à toute demande, qu'il serait une offre très large et très généreuse, aurait suffi, ou est-ce qu'il fallait quand même légiférer et puis proposer un accompagnement, en gros en rester à la loi de 2005? Je ne sais pas si ma question est bien précise, mais je crois quand même, j'ai cru comprendre en vous lisant que les soins palliatifs étaient la réponse. Est-ce que c'est la seule? D'abord, je ne suis pas parlementaire, je n'ai pas eu la responsabilité d'avoir fait voter une loi dans des conditions qu'on pourrait discuter. Je suis un citoyen comme chacun d'entre nous et je n'ai pas de position personnelle. Si demain, à titre personnel, pour approche, je me retrouve dans une situation de fin de vie. Et ça, c'est le premier point, je voulais dire, d'un point de vue liminaire. Donc je ne parle pas avec une autorité, je pense que c'est une affaire intime, une affaire ultime, et qu'on n'attend certainement pas de la société qu'elle légifère dans ce domaine, on attend surtout qu'elle soit solidaire des personnes. Et je trouve que le débat qui a été un débat politique, il ne faut pas oublier que c'est la mesure 21 de François Hollande qui nous parlait d'assistance médicalisée en fin de vie, et qu'il a lancé une concertation nationale le 17 juillet 2012, dans un lieu d'ailleurs qui était un lieu de spiritualité, Notre-Dame-du-Lac, qui est un lieu de spiritualité avec des personnalités, j'y suis allé, qui me plaisaient beaucoup, puisqu'on avait tout ce militantisme, notamment des dames qui
intervenait en termes protestants dans cette maison qui était très investie dans les années SIDA. Donc c'était des lieux de résistance, c'était une unité de soins palliatifs, c'est là où il annonçait sa concertation nationale. Juste un point avant que je réponde à votre question, on a parlé de Patrick Verspieren, et un des textes fondateurs du mouvement soins palliatifs en France, en 84, c'est un texte de Patrick Verspieren sur la pente de l'euthanasie. Je ne sais pas si vous le savez, c'est le texte qui a déclenché le mouvement. Aujourd'hui, on se trouve effectivement sur la pente de l'euthanasie. Alors je vais revenir sur la loi Claes-Leonetti. Moi, personnellement, je suis un citoyen parmi tant d'autres. Je ne suis pas certain qu'on avait besoin de cette loi. Et je pense, et je l'ai dit à plusieurs reprises à Jean Leonetti, que sa loi était une loi de grande qualité. Elle avait été l'aboutissement d'une réflexion qui avait été menée. Ce n'était pas la première loi. Il y a eu la loi du 9 juin 1999 sur les soins palliatifs. Il y a eu une réflexion aussi dans la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades. Et on a une personnalité politique remarquable, Jean Leonetti, qui a eu le courage d'affronter une question qui n'était pas simple. L'enjeu, c'était de plus en plus, on médicalisait à la fois la vie et la fin de vie. Et donc il fallait trouver, et c'était les réanimateurs qui avaient vraiment posé les premières questions à Jean Leonetti, qui avait produit une loi pour moi intéressante parce que c'était une loi du discernement, de la responsabilité partagée. Ce n'était pas une loi idéologique, comme cette loi qu'on évoque maintenant de février 2016, qui est une loi à la fois du compromis, et les politiques qui nous inspiré sont dans cet horizon du compromis, et je dirais d'une certaine manière d'une compromission sur un point particulier, c'est sur la sédation profonde et continue. Aujourd'hui, Jean Leonetti a évoqué le travail qui a été fait sur les directives anticipées par la HAS, un travail de qualité, Jessica Rossi y a contribué. Aujourd'hui, la SFAP et la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs est dans ce débat. Alors que la loi a été votée, que les décrets d'application sont sortis en août, on est en train de discuter sur qu'est-ce que c'est la sédation profonde et continue. Et comment éviter à ce que la sédation profonde et continue qui se met en place sur le terrain soit de l'euthanasie. J'ai dans mon cartable, je donnerai tout à l'heure comme cadeau de sortie à Jean Leonetti, un texte de Marie-Hélène Fulbert, qui est l'unité de soins palliatifs à Lyon, vous les connaissez, et elle me dit « Emmanuel, nous ne voudrions pas nous transformer en unité de soins sédatifs ou en sédatorium. » Voilà aujourd'hui la réalité. Alors je ne suis pas en train de faire, parce que je ne suis pas politique, et donc je n'ai pas, j'ai dit à séduire, je suis dans un constat extrêmement dubitatif, parce que d'abord on nous a parlé pendant des années, pendant cette concertation, du mal mourir. Mal mourir, c'était la grande expression, il y a eu tout un ensemble d'éléments de langage, on nous a parlé du mal mourir. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont seules avec une maladie chronique au domicile, elles n'ont pas envie que la société leur parle uniquement de leur bien mourir. Elles aimeraient d'abord qu'on leur parle du bien vivre. Donc je trouvais déjà assez indécent qu'en termes de choix politiques, on trouve mieux dans les questions d'enjeux de société que de nous parler, 2012 jusqu'à 2016, de la fin de vie des personnes. Moi, j'aurais trouvé déjà plus digne qu'on ait un discours responsable vis-à-vis des personnes qui de plus en plus sont atteintes de maladies au long cours et qui vivent de leur survie un long mourir avant d'être en situation de se retrouver effectivement confrontés à des questions de décision, notamment par rapport à la sédation profonde et continue. Donc, quand on nous a abreuvé du mot solidarité, quand on a vu effectivement des grands textes, la seule, j'allais dire, valeur ajoutée de la concertation nationale sur la fin de vie, à part de constater ce qu'était la réalité des politiques dans cette affaire, c'est des textes intéressants. On a effectivement la mission SICAR qui a produit un texte de grande qualité, et vous pourrez lire ce soir le texte sur Internet. Il ne conclut pas en disant qu'on devait aboutir à la sédation profonde et continue et à l'euthanasie. On a le CCNE qui avait une divergence, le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis 121, qui montre le clivage qu'il y avait entre ses membres. Personne ne dit qu'il fallait aboutir à la sédation profonde et continue. Et tout à l'heure, Jean Leonetti a évoqué les textes de l'ASFAP. Les textes de l'ASFAP parlent de la sédation profonde et continue comme exceptionnelle. Et il donne d'ailleurs un certain nombre d'indications, les hémorragies catalytiques, c'est quelque chose d'exceptionnel. De la même manière que je vous incite, et j'en termine dans quelques instants pour venir un petit peu le fond de ma pensée, à lire un des avis le plus intéressant du Comité consultatif national d'éthique, c'est l'avis numéro 63. Arrêt de vie, fin de vie, euthanasie. Il parle de l'exception de l'euthanasie. Alors pour vous dire le fond de ma pensée, et c'est ce que j'ai développé dans mon ouvrage, j'aurais préféré qu'on aille jusqu'à l'euthanasie.
c'est-à-dire de l'exception d'euthanasie. Pourquoi? Parce que la sédation profonde et continue, et j'en ai encore discuté récemment avec des réanimateurs, les gens considèrent de toutes les manières qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est purement et simplement pour eux, c'est leur conception, parce qu'il faut voir l'accompagnement qu'on fait de cette loi dans un contexte de restriction économique, dans un contexte où on voit ce que sont les situations des personnes très âgées, dépendantes dans les établissements. Bref, aujourd'hui, les gens considèrent que la sédation profonde et continue, et il y a toute une littérature d'ailleurs internationale sur ce sujet, c'est purement et simplement de l'euthanasie. Alors une euthanasie propette, une euthanasie élégante, et on n'est qu'au début, donc il va falloir voir encore la progression. Et c'est à tel point la réalité qu'un certain nombre de politiques, au moment même du vote de la loi, la fameuse loi donc, du 2 février 2016, ont dit que c'est une loi transitoire. Et quand vous regardez tous les textes, y compris, et vraiment il faut fouiller, j'allais dire, tous les textes parlementaires, un certain nombre de personnes se sont dit de toutes les manières, ce n'est que transitoire, c'est progressif, il faut préparer la société à. Alors je ne suis pas en train de faire de la critique systématique de cette loi, probablement que c'est la loi la meilleure, puisqu'on nous a dit, et la SFAP d'ailleurs a été ridicule dans cette situation, parce qu'on nous a dit qu'il faut éviter le pire. Éviter le pire, c'est éviter qu'il y ait le mot euthanasie. On a employé le mot sédation profonde et continue sans déjà que les gens se mettent d'accord sur la signification de la sédation profonde et continue. On nous a employé des euphémismes en nous disant « Ah là là, c'est la mort idéale, vous allez mourir endormi. » Un sommeil dont on ne se réveille pas. Et ça m'a beaucoup frappé, une personne qui n'a pas été opposée, puisqu'elle a soutenu cette loi, Régis Aubry, donc qui est un grand des soins palliatifs, a dit « Mais après tout, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur ce qu'est réellement une sédation profonde et continue ? Il faut voir en pratique. » Alors, je vais rapidement, parce que je ne suis pas là pour faire de la polémique. On nous dit qu'il va falloir faire de la sédation profonde et continue également au domicile, en institution dans les EHPAD, sédation profonde et continue. Quand vous parlez aux gens qui sont un petit peu compétents dans ce domaine, une sédation, c'était déjà compliqué, mais une sédation comme elle est, c'est-à-dire terminale, pour ne pas dire, comme le dit une personnalité, une éminente responsable maintenant qui s'occupe du Centre national de la soins palliatifs et de la fin de vie, elle parle de sédation euthanasique. Donc pour pratiquer en tous les cas cet acte médical, il faut des compétences. Et est-ce qu'il n'y avait pas d'alternative? Et beaucoup de spécialistes des soins palliatifs disent, vous savez, quand on nous parle de douleur, de souffrance réfractaire, qu'est-ce que c'est une souffrance réfractaire? C'est une souffrance existentielle, c'est une souffrance physique. Comment on évalue une souffrance réfractaire? Et est-ce qu'il n'y avait pas vraiment des réponses appropriées, à part certains cas extrêmes? Tout ça pour dire qu'on a banalisé, on n'en reviendra pas en arrière, c'est pour ça que je trouve qu'il aurait fallu dire les choses plus clairement. On a banalisé quelque chose qui était exceptionnel, c'est-à-dire l'euthanasie sous forme de sédation profonde et continue. Et également, et c'est ce qui m'a beaucoup attristé, et je dis devant vous, puisque vous êtes vice-président de la SFAP, on a créé une crise fondamentale au niveau de la SFAP, dans cette unité de soins sédatifs. Les fondements des soins palliatifs, moi, peut-être que je fais plus jeune que je ne suis, mais j'étais dans les réunions fondatrice du mouvement des soins palliatifs en 84 chez Robert Zitoun à l'Hôtel-Dieu. Tous les gens des soins palliatifs, il y avait aussi Verspiren, enfin tous les gens des soins palliatifs, c'est des gens que je fréquente depuis des années. Le fondement des soins palliatifs, c'était le devoir de non-abandon, donc le grand principe lévinassien, et c'était la relation jusqu'au bout. Et donner un sens à une existence jusqu'à son terme. Il n'y avait pas à mettre le curseur, vie digne, pas digne, vie qui a du sens, pas du sens, et aller jusqu'au bout. Les soins palliatifs, ça n'a jamais été l'obstination déraisonnable. Les soins palliatifs, ça a toujours été un accompagnement proportionné, avec également l'ouverture sur la sédation, avec sa proportionnalité et sa réversibilité. Alors du jour au lendemain, on est maintenant dans une culture d'une extrême violence, parce que ce n'est pas uniquement la violence de la fin de vie, c'est la violence de la maladie au long cours, c'est la violence, encore une fois, du long mourir. On est dans un contexte où je pense que la société aurait pu témoigner un autre type de message de sollicitude et de solidarité à l'égard des personnes dont j'en ai dit qu'elles sont vulnérables. Elles n'ont jamais été aussi vulnérables. Si vous avez un environnement social pour vous conseiller quand vous rédigez une directive anticipée, si vous avez un environnement social lorsque vous avez 80 ans et que vous avez une maladie d'Alzheimer et que vous êtes en réanimation, ou que vous êtes même pas en réanimation aux urgences, là peut-être que vous avez encore des chances de vous en sortir. Jamais les personnes n'ont été aussi vulnérables. On a découpillé dans un domaine où le soin est de plus en plus de la rentabilité, avec la T2A, des objectifs, des performances. On a découpillé, pour moi, une bombe qui est pour moi une tragédie d'un point de vue de la symbolique, de la signification sociale. Je pense que la société, on nous parle de refonder les valeurs de la République, aurait pu être mieux dans sa société
si on avait été un peu plus prudent, d'abord il n'y avait pas d'urgence à légiférer, juste un dernier point, je dis les choses un petit peu en désordre, et ensuite on va avoir du débat, mais si je disais le fond de ma pensée, je pense que, d'abord je fais attention à causer de suite, mais je pense que j'aurais du mal ensuite à faire face au déferlement de critiques que ça pourrait justifier. Mais juste un point qui m'a beaucoup frappé. On avait une loi de qualité avec la loi Leonetti, on nous a dit cette loi n'est pas appliquée. On nous a dit cette loi n'est pas appliquée. Je vis sur le terrain, l'espace éthique de la PHT a été créé en 1995. Je vis sur le terrain, je rencontre au quotidien des professionnels. La loi était, Jean Leonetti c'est très très bien, les gens se l'appropriaient, cette loi. Quand on nous dit, oui, les directives anticipées, il y avait 1,6% ou 8% des personnes, tous ces éléments qui ne sont pas convaincants, regardez la loi qu'il y avait sur les prélèvements d'organes, il y a aussi très très peu de personnes, avant qu'il y ait cette polémique un peu ridicule sur la modification de la loi, il y avait très peu de personnes qui avaient pris position par rapport au prélèvement d'organes. Ça touche à la mort, ça touche à l'intime. On n'a pas envie de tout dévoiler, tout le monde n'a pas envie de décrire ces directives anticipées, tout le monde n'a pas... Voilà, ce que je reproche finalement, c'est d'abord ce côté violent, ce côté intrusif, et je pense que chacun d'entre nous, je parle déjà pour moi, n'a pas envie d'être confronté à une pensée où on nous dit être responsable, c'est déterminer les conditions de sa mort. Je pense qu'être responsable dans une société, c'est aussi pouvoir faire confiance aux autres. Toute la relation de confiance aujourd'hui est totalement remise en cause dans le rapport de soins. C'est la suspicion, il y a même des gens qui se demandent si on va leur faire des soins palliatifs et si on va leur poser la sédation profonde et continue. C'est devenu à ce niveau de ridicule dans une société comme la nôtre. Donc je dis, c'est pas un échec, c'est quelque chose qui est très révélateur, ça dépasse la question de la fin de vie et de cette loi, c'est révélateur d'une certaine forme de négligence, pour ne pas dire d'insulte, qu'on fait aux personnes les plus vulnérables. C'est pour ça que cette loi, comme tout démocrate, c'est la loi de la République, on fait avec, on fera de la formation sur la loi, on fait de l'accompagnement des professionnels qui ne s'y retrouvent pas et qui sont dans des situations de souffrance absolument scandaleuses. C'est-à-dire, bon, voilà. Une fois que je vous ai dit ça, je ne vous ai pas dit grand-chose, vous voyez que je suis quand même un peu plus réservé, moins optimiste que Jean Leonetti. Je suis comme les autres, maintenant j'attends la prochaine loi. Merci. Merci. Merci d'avoir apporté cet approfondissement et d'avoir porté la contradiction. Donc avant je vais proposer à M. Leonetti et à Mme Trébuchet de répondre. Ce sera le débat, un débat contradictoire mais bienveillant. Et pendant ce temps, profitez-en, tout en tendant une oreille à l'échange pour rédiger vos questions, parce que je crois important de partir de vos questions et de ne devrait pas en manquer. Donc voilà, je vous propose un petit temps d'échange entre vous trois pendant, pas grand-chose, 10 minutes, un quart d'heure, puis après on laissera de la place pour vos questions. Et qui s'occupe de les ramasser pour le coup, je ne sais pas, je crois qu'il y a des volontaires, hein, c'est ça, ici, et puis voilà. Donc, Monsieur Leonetti, puis ensuite Madame Trébuchet sur la contradiction portée par Emmanuel Hirsch. Non sans argument. Hein. Bon, je connais la position de Emmanuel Hirsch. Je trouve, pour ma part, qu'il y a une continuité, voire une similitude entre la loi de 2005 et la loi de 2016. La loi de 2016 ne devait que préciser des choses qui existaient déjà dans la loi de 2005. Et le plus gros reproche que l'on me fasse, c'est de dire pourquoi tu l'as écrit, puisque ça existait déjà. Au fond, dire le double effet, je ne te laisserai pas souffrir et j'irai jusqu'au double effet, c'est-à-dire à utiliser des sédatifs et des antalgiques, au point que je peux me poser la question, est-ce que j'accélère ou non ta mort? Et accepter cette interrogation au nom de la non-souffrance, c'est ça la transgression, c'est ça la vraie transgression. Mais elle est assumée, je l'assume. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est assez curieux que, finalement, personne, en tout cas, dans une certaine partie de la population, n'en avait fait le reproche. Donc, sur ce point, est-ce qu'on peut se poser la question de se dire, bon, quelle est les symboliques? Et au fond, est-ce qu'on ne devait pas avoir une vigilance déjà en 2005? Déjà, on me disait en 2005, on attend la prochaine loi. Et on disait en 2005, la prochaine loi, ça sera l'euthanasie, le suicide assisté. Et déjà en 2005, on disait pourquoi avoir fait une loi? On aurait très bien pu continuer les pratiques et les améliorer. Et en 2005, déjà, on disait attention, le double effet, il y en a qui vont augmenter la morphine et puis en fait se servir des médicaments pour soulager et ils vont s'en servir pour tuer.
Donc finalement, les mêmes reproches de 2016 sont les mêmes reproches de 2005. Ce qui a un peu perturbant, j'aime pas trop, Emmanuel, la façon dont tu parles des politiques. Les politiques sont des hommes qui essaient de représenter le peuple, et croire qu'eux, ils ne doutent pas, c'est vraiment leur faire injure. Parce que si tu crois que je ne doute pas quand j'écris un texte de loi, c'est que tu me connais mal, ou que tu fais semblant de mal me connaître. Donc oui, je doute. Et chaque mot est pesé en se disant, est-ce que ce mot ne peut pas être interprétatif? Et moi, j'aime bien le mot de Dornelas sur la vigilance. Mais derrière le mot, qu'est-ce qu'il y a? Lorsque je suis à la toute fin de ma vie et que je hurle de douleur, 15% des Français à l'assistance publique des hôpitaux de Paris meurent dans des souffrances physiques non soulagées. Est-ce que je prends le risque de me dire, s'il souffre et que je n'arrive pas à le calmer avec les médicaments, j'ai le droit de l'endormir s'il ne reste que quelques heures à vivre? Eh bien moi je réponds oui. Après bien sûr je peux tomber sur un médecin incompétent, et je peux tomber sur un médecin qui dit, bon ben finalement il a assez vécu, en mettant tout en exergue ce que tu dis sur la société, qui est juste. C'est une société qui escamote la mort et qui ne supporte pas l'agonie ou la fin de vie. Mais en même temps, je me dis que peut-être que les 15% de gens qui hurlent de douleur à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ils vont peut-être trouver une réponse et ils vont pouvoir dire, ne me tuez pas, vous n'en avez pas le droit, mais au moins soulagez-moi. Et si vous n'arrivez pas à me soulager avec les médicaments habituels, faites-moi dormir et que la mort vienne me surprendre pendant le sommeil. La sédation profonde et continue, ça n'est pas pour les gens qui veulent mourir, c'est pour les gens qui vont mourir. Et celui qui va mourir, et bon, c'est difficile de faire des pronostics, de dire vous allez mourir dans 6 mois, dans 1 an, même avec des maladies graves. Et par contre, on sait assez bien en médecine dire ça ne va pas dépasser 2 jours ou ça ne va pas dépasser 3 jours. On se trompe rarement dans ce contexte. Eh bien moi je pense que à prendre un risque, je l'assume, si peut-être on soulage entre guillemets trop et qu'on endort quelqu'un qui va mourir et que la famille autour, elle voit quelqu'un qui s'endort et qui part et que la mort le surprend dans le sommeil et que l'intention n'est pas de le faire mourir mais de faire en sorte que la mort le surprenne dans le sommeil. Tu as raison, c'est un fantasme de la société moderne. Voilà. Mais je pense que c'est une bonne chose. Regardez comme la mort a changé. C'est pas pour interrompre la personnalité. Je dis justement, je me défends quand même. Il n'est pas attaqué. Regardez comme la mort a changé d'aspect. La mort chrétienne, on peut dire c'est la mort de Saint Joseph, on dit c'est la bonne mort. Mais la vraie mort chrétienne, c'est la mort de Roland dans la chanson de Roland. Il va mourir et il ne pense qu'à son Dieu. Il enlève son gant droit, il le donne à l'archange. L'archange vient prendre le gant et son âme s'élève alors qu'il regarde la France. Il pense à la France, à son roi et à son Dieu. Il aime que la mort soit lente à venir, parce que ça lui permet de se préparer à rencontrer son Créateur. Si vous regardez la mort d'aujourd'hui, quelle est la bonne mort? Si je vous dis qu'est-ce que vous voulez comme mort? C'est une mauvaise question, ça. Fin de soirée, très désagréable. Vous savez tous que vous allez mourir, alors choisissez votre mort. Voilà. Dans un monde horrible, alors voilà, consumériste. Voilà, vous allez dire, j'aimerais bien le plus tard possible. Alors, pas tout de suite. Vous aimeriez bien peut-être que cette mort survienne à un âge avancé, en pleine possession de votre pensée. Ce qui nous fait le plus peur à nous tous, c'est d'avoir nos facultés intellectuelles qui se dégradent. Qu'un soir, je souffle mes 100 bougies, je monte dans ma chambre, je m'endors mais je ne me réveille pas. Ah voilà la bonne mort du 21e siècle. Eh bien, vous voyez comme elle est devenue différente. Il y a peu de temps encore, et même au 19e siècle, dans une société christianisée, la bonne mort, c'était la mort que j'attends, parce qu'elle me permet de me préparer. Aux autres, de me pardonner, à moi de leur pardonner, et à demander le pardon au Créateur que je vais rencontrer. La mort du 21e siècle, et c'est comme ça, c'est une mort qu'on voudrait inaperçue.
je dirais furtive. Voilà, je ne la vois pas venir. Donc, peut-être que c'est une réponse à ça, je ne le dis pas. Mais en même temps, je me dis que j'ai trop vu de gens qui m'interpellaient après des réunions comme ça, qui me disaient, elle est bien votre loi de 2005. Sauf que moi, mon père, il a eu la douleur pendant des semaines et que personne n'a ouvert la porte de la chambre. Bien, il me semble, peut-être que je me fais des illusions, Manuel, que ça se produit moins depuis que les gens ont cette tranquillité de dire, à la fin, à la toute fin, si je souffre trop, ils me feront dormir, je dirai au revoir à tout le monde, ils me feront dormir et la mort viendra de manière sereine et apaisée. Voilà, je le crois. Maintenant, tout dépend comment la loi on l'utilise. La loi, c'est comme la main humaine, c'est comme tout, ça peut s'utiliser de manière mauvaise et ça peut s'utiliser de manière bonne, ça peut s'ignorer, et alors les gens continueront à souffrir en fin de vie, et puis ça peut aussi s'exacerber et devenir une solution euthanasique masquée. Mais en 2005 déjà, on Mais pouvait juste, faire une solution comme on a euthanasie. dit qu'on discute, ça serait vraiment une petite virgule. D'abord, je voulais dire publiquement l'admiration que j'ai à l'égard de Jean Leonetti. Il ne faut pas... Si, faut pas et dire les mon hommes. désenchantement n'en est que plus important. Et je lui ai dit à plusieurs reprises. Mais juste un point. J'ai senti que la violence de tes attaques Non, pas du tout. Il n'altérait fait pas partie- l'amitié que nous avons l'un pour l'autre. Voilà. Il fait partie des politiques, et encore aujourd'hui, je fais parenthèse sur la loi, parce qu'il n'a pas fait seul, je ne suis pas certain qu'il ait écrit chaque ligne. Donc il fait partie des valeurs politiques. Fais-moi au moins cette Non, confiance. il fait partie des valeurs politiques. Et, La pub je de dis- 2016, c'est moi qui l'ai tenue. Oui, alors c'est grave. Mais juste, en tous les cas, quand on regarde les lois de bioéthique, il y a une continuité dans son engagement citoyen. Je voulais qu'on soit bien clair par rapport à ça. On discute d'une loi, je ne suis pas en train de remettre. Et quand je disais les politiques, c'est vrai qu'une certaine idée que je me fais des politiques par rapport à la valeur d'une société, il y a une certaine, pour moi, instrumentalisation de cette question quand elle a été manipulée comme elle a été par François Hollande. Et s'il n'y avait pas eu la manif pour tous, on avait l'euthanasie de toutes les manières. Je ne veux pas faire de peine à Jean Leonetti, qui pense que c'est des valeurs supérieures qui ont fait qu'il y a eu de la prudence. Et juste un point. C'est la peur politique. Oui. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on l'aura de toutes les manières, mais peu importe. si un politique recule sur quelque chose qu'il voulait faire et qui n'était pas bonne, et qu'il accepte de faire quelque chose de bon, peu importe la peur. Voilà. On a une spécialiste des soins palliatifs qui va intervenir dans 15 secondes, puisque je lui donne la parole, elle doit intervenir. J'ai cru Là où comprendre il y a... que tu l'as Non, mal il y a deux calmé points. Il y en avait ta deux crainte. points. Il y avait une sémantique qui était extrêmement ambiguë, c'est l'assistance médicalisée en fin de vie. Puisque dès le début du mouvement des soins palliatifs, l'assistance médicalisée en fin de vie, c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi du point de vue des soins palliatifs. Ce qu'on pourrait vraiment détailler, c'est comment on médicalise aujourd'hui d'une manière outrancière la fin de vie. C'est pas une fin de vie naturelle, la sédation profonde, c'est une fin de vie médicalisée. Et j'observe que les ACT-UP du soin palliatif, peut-être que vous ne le savez pas, c'est une association qu'on peut critiquer à certains égards, mais qu'on peut admirer à d'autres égards. C'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Et l'association pour le droit de mourir dans la dignité, je parle des pères fondateurs, dans les années 80, avec Cayavé, avait une conception très philosophique de maîtrise. C'est-à-dire, on était dans le contexte de la réanimation. Il y avait des indignités, toutes les situations. Donc quand on regarde l'histoire, moi j'arrive à comprendre un certain type de démarche. Là où je veux revenir sur la loi, c'est sur son titre. En fin de compte, la création de nouveaux droits. Alors, créer de nouveaux droits, pour moi, comme le droit à la sédation profonde et continue, cette notion de droit, déjà d'un point de vue démocratique, m'interroge. Est-ce qu'il n'y avait pas dans les nouveaux droits d'autres droits à créer? C'est une question que je pose. Mais c'est surtout en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Et c'est là aussi toutes les ambiguïtés. Un jour, Jean Leonetti, on parle de sa loi de 2005, droit des malades et fin de vie. C'était pas droit des malades en fin de vie, dit-il. Toutes ces petites ambiguïtés, toutes ces petites facéties font que pour un professionnel ou une famille ou une personne malade, je suis malade sans être en fin de vie. Et il est bien dit qu'on a dans l'accès à la sédation profonde et continue, ce qu'on soit concret, c'est pas uniquement des personnes dites en fin de vie, pour autant qu'on définisse ce que c'est la fin de vie. C'est des personnes, par exemple, qui arrêtent en traitement et du fait de l'interruption du traitement vont se retrouver un jour. Tout ça pour dire toutes ces ambiguïtés et comment sur le terrain, là on a besoin de clarté, là on a besoin de position, là on a besoin de savoir que le médecin soigne, à défaut de guérir, qu'il est toujours présent, comment aussi dans ce contexte d'insécurité du soin et de plus en plus géré par
des gestionnaires, c'est-à-dire avec des enjeux économiques évidents, comment considérer que cette loi apporte de la sérénité. Je termine sur ce point. On nous a vendu la sérénité, le sommeil, la sérénité. Allez sur le terrain, je vous incite à le faire aujourd'hui, allez sur le terrain, si vous êtes confronté à cette réalité, les gens vous parleront avec émotion, avec la larme à l'œil de la loi de 2005, ils vous parleront d'une manière tragique de la loi de 2016. Vous allez me dire, on attendra la prochaine, ça sera beaucoup plus clair. J'ai l'impression inverse. On va essayer de parler dans notre bouche. Alors, est-ce que les gens vénèrent la loi 2005 et honnissent la loi 2016? Alors, on va quitter un petit peu le terrain législatif, parce que les soins palliatifs, vous ne la quittez pas, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, c'est la réalité vraie de vous, de moi, de nos familles. Et bon, voilà, ce qui me gêne dans nos propos, et ce qui me gêne depuis voilà, tous les débats que nous avons entendus sur la loi, ce qui me gêne dans la médiatisation, c'est que nous ramenons une loi, et c'est vrai que la loi de 2005 était une belle loi, fallait-il voilà, la reprendre. Ce qui me gêne, c'est précisément qu'on va focaliser sur un point. Alors là, les journalistes, excusez-moi, les journalistes se sont emparés du mot sédation voilà, profonde et continue. Alors souvent, ils ont entretenu la confusion parce qu'ils ont gardé le mot sédation terminale, pof, égale euthanasie, et hop, vous voyez comment on crée de la confusion dans le langage, et comment on centre sur la sédation, on centre, alors on a parlé un petit peu des directives anticipées, on a parlé un petit peu de la personne de confiance, pas beaucoup, on a parlé un petit peu de l'insistance de la loi sur la formation des soignants, des médecins, voilà, sur l'insistance de l'accompagnement, mais si peu. Et donc on entretient chez vous, chez nous, cette espèce de question binaire. Voilà, il y a du mal mourir puis du bien mourir, et puis à lutter contre le mal mourir. J'aime pas beaucoup cette expression qui a été effectivement employée par le professeur Sicard, à employer trop cette notion de mal mourir. Vous voyez bien que le risque, c'est de proposer un bien mourir, et il y en aurait un, ce serait celui de mourir endormi. Je diverge un petit peu sur ce point-là avec Jean Leonetti. Parce que précisément, je pense qu'il faut résister au bien mourir. Et les soins palliatifs n'ont jamais été là pour proposer un bien mourir face à un mal mourir. Ils ont été là, et ils sont là encore, et je regrette quand même beaucoup que vous en parliez, voilà, à l'imparfait, parce qu'ils sont là, sur le terrain. Moi, j'y suis toutes les semaines, voilà, et je peux vous dire que c'est presque insultant pour eux de parler de soins sédatifs. Voilà, respectons tous ces hommes et ces femmes qui, tous les matins, accompagnent les personnes, les écoutent, prennent le temps de s'asseoir au bout du lit, parce que, précisément, ils font leur job de soins palliatifs. Et le soin palliatif, c'est l'accompagnement, l'écoute, pour faire du mieux qu'on peut, avec nos moyens, nos petits moyens souvent. Parce que les soins palliatifs, ce n'est pas uniquement dans les unités de soins palliatifs. Les unités de soins palliatifs, ce sont quelques unités. Il y en a 140, 150 en France. Mais il y a des équipes mobiles. Les équipes mobiles, elles sont dans les hôpitaux. Puis il y a des réseaux. Les réseaux, ils vont à domicile. Et puis il y a les EHPAD qu'il ne faut pas oublier. Donc le plan et tout le travail que font des gens formidables, que vous avez nommés, Régis Aubry, Vincent Morel, ancien président de l'ASFAP, qui n'a pas démérité dans le travail qu'il a fait. Voilà, toutes ces personnes travaillent au développement des soins palliatifs. C'est ça le boulot aujourd'hui. C'est vous, c'est moi, c'est une question sociétale. C'est pas de la controverse sur une loi. C'est vraiment de se retrousser les manches et de communiquer. La loi de 99, elle institue le bénévolat. Alors, il y a des exigences, on doit se former, on doit accompagner. Et on a deux boulots, d'accompagner les personnes et puis de communiquer sur la fin de vie. Alors voilà, on se forme, on va dans les écoles, on va dans les lycées, on va dans les instituts de formation en soins infirmiers, dans les IFAS pour parler aux aides-soignants.
On essaye aussi d'aller en fac de médecine. Voilà, parce que, et pas uniquement pour le c'est-à-dire de la loi. L'éthique, c'est pas le c'est-à-dire de la loi. Les soins palliatifs, c'est dire ce qu'on fait avec les personnes, dire comment ça se passe. Moi, j'y suis, alors je suis pas soignante, je suis bénévole, je suis qu'une fois par semaine, mais enfin, je participe à la réunion de transmission avec les infirmiers, les aides-soignantes, le médecin, il y a parfois le kiné, l'assistante sociale, voilà. Tout le monde est écouté. On évoque chaque personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça ne se résume pas à est-ce qu'il faut une sédation ou pas. C'est tellement plus. Il faut du temps pour ça, il faut de l'écoute. Oui. Et puis, effectivement, cette personne, elle aimerait bien dormir. On passe un quart d'heure, 20 minutes dessus à discuter. Puis après, le médecin va aller parler avec la famille. Et puis après, avec la personne. Et puis effectivement, ce que disait Jean-Noël Leonetti tout à l'heure, il y a des douleurs qui sont insupportables. Il y a des gens qui vivent des situations qu'on ne peut même pas imaginer. Il n'y a qu'eux qui peuvent le dire. Qui est-ce qui dit que la souffrance est réfractaire? Mais c'est la personne. Et puis le médecin, il faut qu'il rentre en relation, on a parlé de relation avec la personne, et puis que, voilà, il adapte, puis proportionnellement. Je m'arrête. Retour. On va faire retour, non pas à la personne, mais aux personnes de la salle. Et il nous reste un petit quart d'heure, on va déborder un petit peu, on va aller jusqu'à 10h05, on avait dit 10h, allez 10h05 pour... Une maison de retraite, dans une clinique, dans un hôpital de moyenne importance, on ait le même traitement partout en France. Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, quand je vais dans les soins palliatifs, on me dit la 2016, tu aurais pu la garder parce qu'on le fait déjà, tout ce que tu dis. Et donc on le fait avec discernement. Et quand ça va sortir, est-ce qu'on aura le même discernement? C'est une question. Et donc, lorsqu'on a remis le rapport à François Hollande, très poliment, je veux dire, on a dit avec Alain Claes, s'il n'y a pas de formation, et s'il n'y a pas de relance des soins palliatifs en France, toutes les lois ne servent à rien. La loi le dit une règle, et ensuite il faut appliquer la règle, et il faut donner la force de l'application. Toujours est-il que la relance du plan palliatif a commencé en même temps que la loi, parce que les deux sont liés. On ne peut pas dicter une règle et puis pas se donner les moyens d'arriver à la règle. 99, vous avez tous droit aux soins palliatifs. Aujourd'hui, probablement un malade sur 3, sur 4, peut-être, ont droit aux soins palliatifs. Donc, il faut qu'à un moment donné, la réalité de la règle s'incarne dans la réalité. Et bien sûr, après on est dans les médias, et dans les médias on focalise toujours sur un endroit, qu'est-ce qui avance pas, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, le plan qui est mis en place de la vie des soins palliatifs, je repasserai la parole, c'est pour ça que je ne donne pas toute la réponse, et le plan est reparti pour que tous les médecins et tous les soignants s'imprègnent des soins palliatifs. Soins palliatifs, ce n'est pas une seule idée que pour le malade qui va mourir. Le soin palliatif, c'est au fond le cure et le care. Le cure, je traite et je vais essayer de te guérir. Le care, je prends soin de toi. Et peut-être que l'une des fautes des soins palliatifs, que vous avez évoquées discrètement au départ, elle est séquentielle. J'essaye de te guérir, je n'y arrive pas, je te passe au palliatif. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Et les endroits en Europe où ça marche le mieux, c'est quand les soins palliatifs démarrent en même temps que les curatifs, dans une vision beaucoup plus globale de la personne humaine en souffrance. Et donc, si ça a permis d'arriver à cette révolution, franchement, la sédation profonde, à titre exceptionnel, quand on est réfractaire à tous les traitements et que la mort est imminente, ça existait avant. Hein. Ça se faisait dans les services de soins palliatifs. Bon, peut-être ça se fera peut-être un peu plus largement, mais surtout qu'on cultive d'abord le développement des soins palliatifs, mais une culture palliative qui fasse que la médecine française est une des médecines les plus triomphantes et les plus curatives qui existent en Europe. Vous n'avez pas cette vision
du médecin prométhéen qui guérit dans d'autres pays comme dans la France. Et il y avait un vieil adage qui était sympathique, je trouve, qui disait « guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours ». Je trouve que si on garde cette idée quand même d'une globalité de la prise en charge, on verra que les soins palliatifs vont intervenir beaucoup plus tôt, que la culture palliative va s'opposer au triomphe illusoire de l'homme qui va sauver l'autre, et peut-être qu'à ce moment-là, on rentrera dans la culture qu'évoque Madame Trébuchet. Oui, j'ajoute quelque chose pour élargir voilà, la réponse que vient de vous donner Jean Leonetti. Pour moi, ça n'est pas uniquement une affaire de médecin, c'est une question sociétale qui nous concerne tous. Aujourd'hui, quand un jeune étudiant en médecine vient faire un stage en soins palliatifs, les autres lui disent « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Voilà, tu as choisi en dernier ?» Et ils en sortent transformés. Ce que je veux dire par là, c'est comment éduquons-nous nos enfants? Quelle place a la mort, la maladie? Moi, je vois encore des personnes voilà, qui disent oh ben non, on ne va pas venir avec les enfants parce qu'on voudrait qu'ils gardent une bonne image. On ne va pas venir avec les enfants parce que voilà, ça va le choquer. On est en train de projeter sur nos enfants nos propres images de la mort. Donc voilà, c'est une question sociétale. Comment est-ce qu'en famille nous accompagnons les personnes malades? Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les médecins? Parce que nous, société, on a confié à quelques-uns, les médecins, la prise en charge de notre santé, de la vie, de la mort, de la naissance, enfin tout est surmédicalisé. Mais où sommes-nous, nous, famille? C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Attendez, c'est notre responsabilité. Vous avez l'impression que vous êtes encore audible dans ce que vous dites. Eh bien, écoutez, si je sais pas, on va leur c'est demander. une question que je pose. Si les soins palliatifs avaient été aussi efficients depuis 1984, est-ce qu'on aurait eu la loi de 2016? À force d'être dans la rhétorique, de dire on est dans des valeurs, etc. D'abord, d'autres ont des valeurs qui peuvent être en contradiction avec les valeurs du soin palliatif. Mais je dis, et je vous le dis, comme je dirais à d'autres personnes dans d'autres contextes aujourd'hui, à force de vous redire, de ressasser ce que vous dites, vous êtes très distant de la réalité d'un certain nombre de personnes. Vos représentations... Alors, je ne peux pas accepter ce que vous dites quand vous dites que je suis dans la rhétorique et dans le discours. Vous êtes en train de dire qu'il y a une seule manière de penser les choses. Ah non, non, pas du tout. C'est pas ça que je dis. Comment vous avez été présent, par exemple, dans le débat sur la fin de vie ces dernières années? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez développé pour dire que les soins palliatifs étaient aussi fondamentaux? Ben, la SFAP travaille, allez voir ses communications. Efficace, hein, allez voir ses communications. Je pense que l'important, c'est précisément d'être sur le terrain. Je ne peux pas vous laisser dire ces choses-là parce que voilà, ce sont des hommes, des femmes qui, au quotidien, accompagnent, cherchent. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des gens dans la médecine qui accompagnent en dehors des soins palliatifs. Vous êtes en train de faire un espèce de petit îlot, et c'est ça le vrai problème. Non, le vrai problème, c'est comment les gens ne se sont pas appropriés cette culture. Depuis des années, on nous parle de la culture palliative. Et la culture palliative, c'est un mauvais mot. Jean Leonetti l'a très bien dit, c'est la continuité du soin. Et dans la mission SICAR, on était même à dire que le soin palliatif devait déjà intervenir dans les réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie. Arrêtez de vivre dans un petit monde clos. Je suis en colère de vous écouter. Vous donnez le sentiment que vous vivez quelque chose de merveilleux. Personne ne l'a compris. La société ne l'a pas compris. Interrogez-vous, posez des questions. Pourquoi 90% des personnes quasiment demandent l'euthanasie? C'est peut-être aussi l'échec d'un certain type de discours que vous continuez d'une manière sempiternelle à reprendre. Donc posez-vous des questions un petit peu en termes de responsabilité. Alors, comment vous avez cautionné la loi de 2016? Je crois que... On avait dit que ce serait un débat bienveillant. En gardant un peu de... Non, je pense qu'on n'est pas dans le merveilleux, on est dans l'accompagnement de la souffrance. La SFAP a effectivement travaillé avec Jean Leonetti beaucoup pour que cette loi n'aille pas jusqu'à légaliser l'euthanasie. Vincent Morel a beaucoup travaillé avec Jean Leonetti. Hein, et aujourd'hui, il y a des groupes de travail aussi, parce que la sédation, effectivement, ça pose des questions, la sédation profonde et continue. Il y a des médecins, voilà, il y a des groupes de recherche pour que précisément on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on puisse continuer à accompagner les personnes. Alors quand même,
Il y a eu beaucoup de questions. Deuxième question. Une question très pratico-pratique que certains posent de manière plus ou moins polémique, mais autour de la nourriture et de la boisson et de son rôle dans la fin de vie, justement. Est-ce que c'est un soin ou pas? Si quelqu'un mange et que j'arrête de lui donner à manger, je commets un acte de barbarie, évidemment. Si une vieille dame est à la fin de sa vie et que je me pose la question de mettre une sonde gastrique pour allonger sa vie de quelques heures, et que je pèse que cette sonde gastrique que je vais mettre va peut-être entraîner une souffrance pour elle et une prolongation qui me paraît déraisonnable, je peux ne pas le faire. Autrement dit, il y a une symbolique forte dans l'eau, hein, dans l'Église catholique aussi. Hein, ouais. L'eau et le pain, c'est quand même les choses qui font vivre l'humain. Donc, bien sûr, dire j'arrête l'eau et le pain et j'attends qu'ils meurent, c'est une barbarie. Mais dire est-ce que je dois prolonger artificiellement en mettant des nutriments, en ouvrant l'estomac, en mettant une sonde à l'intérieur, une vie qui est en train de s'estomper et de finir, et est-ce que je ne suis pas dans le déraisonnable? C'est une question qu'il faut se poser. C'est pour ça que la loi, même Emmanuel Selle de 2016, dit que l'on peut arrêter les traitements de nutrition ou d'hydratation artificielle, ce qui nécessite qu'on mette des tubes dans les veines, dans la bouche ou dans l'estomac, qui est un acte thérapeutique. Et comme on se dit, tout acte thérapeutique, il faut se poser la question, je le fais ou je le fais pas? Regardez comme dans l'histoire, il y a une période où la médecine faisait tout ce qu'elle savait faire. C'était la médecine prométhéenne que j'évoquais, triomphante. Je m'oppose à la mort, je suis vainqueur de la mort. Voilà. Et puis tous les médecins, un jour, même les réanimateurs et même les cardiologues se rendent compte qu'ils ne font que prolonger la vie et que la mort, un jour, arrive comme un mur qui les met devant leur propre échec. Ce n'est pas un échec de la médecine, la mort. C'est une évolution normale de l'individu. Est-ce que c'était à mettre dans la loi? Est-ce que le législateur, maintenant, Oui, doit détailler aussi les pratiques médicales? Non, c'est juste une question qu'on peut se poser. Non. Parce qu'on pourra avoir des lois maintenant extrêmement précises. Oh, mais c'est un sujet symbolique. On peut ou on ne peut pas. Et moi, j'aime bien de laisser quand même une part de responsabilité et d'interrogation. Quand il y a un mot dans la loi, le Conseil d'État, récemment, sur l'affaire Lambert, je le disais tout à l'heure, me demande qu'est-ce que c'est qu'une obstination déraisonnable? Qu'est-ce que c'est qu'une prolongation artificielle de vie? Qu'est-ce que c'est que la possibilité ou non de poursuivre une hydratation artificielle? Eh bien, tant mieux que ces termes soient des termes dans lesquels on est obligé de s'interroger. Parce que l'éthique, c'est une interrogation, c'est un doute et c'est un inconfort. La loi, c'est quand même et j'aurais très peur. La loi, c'est quand même la norme. Et tout à l'heure, Mme Trébuchet l'a dit à un moment La donné, loi, il y aura la loi un de 2005, il y aura l'hydratation. comme la loi de 2016, c'est une loi de cheminée. C'est-à-dire, c'est une loi où à chaque étape, on s'oblige à se poser les questions. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train de traiter le malade pour le soulager? Ou est-ce que je suis en train d'essayer d'abréger sa vie? Et donc, oui, tout est possible. Voilà. À condition qu'on garde les mêmes règles. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas souffrir, je ne te prolonge pas de manière anormale. Si je tiens ces trois grandes lignes de force, alors oui, après on peut décliner la loi, la travailler dans le service de soins palliatifs, y réfléchir dans le domaine de la recherche, faire des conférences et des digressions sur le mot et sur le terme. Et ce qui est important, c'est que la loi, ce n'est pas une loi de normes, c'est une loi d'interrogation et de cheminement. Et c'est pour ça qu'il y a le dialogue et la collégialité obligatoire. Parce que si on ne se parle pas, ni avec le malade, qui de temps en temps, et souvent en médecine aujourd'hui, à la fin de la vie, est ininterrogeable, n'arrive pas. Si on ne parle pas à ce qui l'entoure, si on ne parle pas à celui qui l'a aimé, qui raconte sa vie, si on ne se parle pas entre soignants, entre celui qui veut continuer et celui qui veut s'arrêter, et si on ne se respecte pas, alors la loi ne sert à rien. Et cette loi, elle ne sert qu'à porter un cadre dans lequel on dit, voilà, chemine dans ce sens-là, je ne suis pas sûr que tu ne vas pas te tromper, mais je suis sûr que si tu suis ce chemin-là, avec le doute et le dialogue, eh bien probablement tu as moins de chances de te tromper que si tu ne le fais pas. C'est tout. Bon, une dernière question, et puis malheureusement le temps a passé très vite. On s'arrêtera là, il y aura le mot de la conclusion.
Alors, troisième et dernière question. Dernière question. Donc, la loi s'applique-t-elle de manière différente pour les enfants? Par exemple, la sédation profonde et continue, c'est quelque chose qui s'applique à des enfants ou à des adolescents. Les enfants sont sous l'autorité parentale, donc il n'y a pas de personne de confiance pour un enfant, c'est les parents qui en sont responsables puisqu'il est en incapacité, etc. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant, en fonction de sa maturité, comme le dit le texte législatif du droit civil, n'est pas, on ne prend pas en considération sa demande et sa souffrance en fonction de son degré de maturité. Donc là aussi, ne touchons pas à la loi. Il y a une autorité parentale, laissons-la. Il y a un enfant qu'on doit écouter comme une personne humaine à part entière, et c'est évident qu'on ne réagit pas de la même façon avec un garçon qui a 14 ans ou avec un bébé qui vient de naître, parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités relationnelles d'échange. Mais c'est une personne humaine, il n'y a pas de personne de confiance, parce qu'au-dessus de la personne de confiance, il y a l'autorité parentale. Je vais dire un petit mot. Pour certains d'entre vous, j'ai incarné le polémiste. Mais j'ai rien dit de la polémique. C'est-à-dire, j'ai parlé d'une manière très rapide, d'une manière assez réactive par rapport à certains propos. Mais si j'avais eu à développer mes arguments, peut-être que ça aurait été moins polémique et ça aurait été peut-être plus fort. Mais je voulais juste dire une chose en tant que témoin, puisque je ne suis pas législateur et je ne suis pas membre de la Société Tout le française monde peut être d'accompagnement. législateur demain, c'est le Non, mais peuple pour l'instant, qui nous qui élit les députés. Hein, donc. Et je ne suis pas membre de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, je ne suis pas un professionnel qui accompagne, un bénévole qui accompagne au quotidien les personnes. Ce qui m'a énormément gêné, c'est notre société actuelle est une société où les gens ont des postures. Et quand on doit défendre l'essentiel, il faut prendre des risques. Et pour moi, qui fait confiance à un certain nombre de personnes et à un certain nombre de sociétés savantes, je trouve qu'elles n'ont pas du tout été à la hauteur des enjeux et qu'on va voir les conséquences dans les mois et dans les années qui viennent. C'est un symbole, cette loi. Il y a la fin de vie, mais il y a aussi tout ce qu'elle représente dans le soin. Et je vois sur le terrain, je vois comment les familles aujourd'hui demandent la sédation profonde et continue. Alors c'est bien quand on a un génétique qui est dans la salle pour dire à la personne, on va en discuter. Est-ce que vous pensez que des professionnels aux urgences, ils vont en discuter? Non. Il faut voir la réalité de la pratique quotidienne aujourd'hui dans le soin pour voir que ce n'est pas la discussion aujourd'hui, c'est de plus en plus la judiciarisation des pratiques et le légal a remplacé toute la réflexion morale. J'en termine là-dessus. J'entendais, j'en ai dit un médecin qui me disait, de toute façon, la loi c'est encore moi, et un membre de son staff disait, on a la loi de 2016, notre rôle c'est de l'appliquer. Il a proposé davantage. Voilà ce que je me permets de dire. Et je vous donne rendez-vous dans quelques années pour qu'on parle avec le même plateau, peut-être, de la future loi. La troisième, je te le dis tout de suite. Non, mais qu'on parle de la prochaine loi, parce que je crois que c'est ça l'actualité. C'est-à-dire comment on va évoluer dans la prochaine loi, et j'attends que la SFAP, plutôt que d'être dans le DIRIS, prenne des actes forts. C'est vous qui avez cautionné cette loi. Alors ne soyez pas dans la dérive en nous disant... Je ne suis pas dans la dérive, je ne suis pas dans le lyrisme, je suis dans la pratique, tous les jours, avec les soignants. Donc j'entends un appel à se retrousser les manches, et c'est ce qu'on fait à la SFAP. Je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit. Il y a prescription, ce mandat se termine. D'abord, je me suis posé la question lorsque le président de la République m'a appelé. On se pose toujours la question, est-ce que je ne suis pas en train de passer à l'ennemi et de faire le pont de la rivière Kwai? Je me suis interrogé dans mon parti, dans mon groupe, avec mes amis de la SFAP. Et bien sûr, il y a eu deux idées. La première idée, ça a été de dire, vas-y, et évite qu'il y ait trop de dégâts. Mais ça ne suffisait pas, ça. Donc on a dit, on y va, et la mort volontaire donnée, c'est non. Et on l'a dit d'emblée. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on a écrit les choses, je me suis posé la question de dire, comment je vais écrire, moi, tout seul, face, non pas à l'ennemi, parce que j'ai jamais considéré que les gens qui n'étaient pas de mon avis politique étaient mes ennemis. Mais face à une puissance d'un ministère qui avait peut-être une pensée différente de la mienne. Je le dis ici, je ne l'ai jamais dit, j'ai créé un groupe de travail avec les services de soins palliatifs. Et on a pesé chaque mot. Et je suis retourné discrètement, chaque fois renégocier le mot qui m'avait été suggéré, organisé par la Société de soins palliatifs.
Tu as raison de l'accuser en même temps, parce que nous avons porté ensemble cette loi. Et nous l'avons portée non pas en essayant de faire en sorte du moindre mal, mais en se disant, est-ce que de ce moindre mal, on peut en faire un souverain bien? Est-ce qu'on ne peut pas faire évoluer les choses en matière de culture? En matière de culture soins palliatifs, est-ce qu'on ne peut pas faire évoluer les choses en disant, oui, je sais que je suis dans cette société de l'immédiat, je sais que je suis dans cette société du tabou de la mort, je suis dans cette société matérialiste, je suis dans cette société qui ne réfléchit pas, je suis dans cette société qui cherche de la rentabilité à tout prix. Et pourtant, je vais y aller quand même. Il y a une éthique de la conviction et une éthique de la responsabilité. L'éthique de conviction, elle édicte les règles. Emmanuel, de temps en temps, quand même, je t'entends dicter des règles que j'approuve, mais il y a un moment où il faut les mettre les mains dans la réalité. La Société française de soins palliatifs, elle a mis les mains dans la réalité. Et moi, je suis allé mettre les mains avec mes adversaires dans une réalité, et franchement, je ne le regrette pas parce qu'ils m'ont aussi apporté quelque chose. Celui qui te dit la contradiction et qui est à gauche, moi je suis à droite, eh bien, de temps en temps, il m'apporte quelque chose de différent parce qu'il est différent. Donc, essayons aussi de se dire que peut-être cette loi, ce n'est pas une loi de gauche, voilà, elle a été votée à l'unanimité par un Sénat de droite, donc, et que ce n'est pas une loi que nous a imposé une idéologie socialo-marxiste. Arrêtons de caricaturer. On s'est posé des questions. Il y a eu 2 études du CCNE, du comité d'éthique, et de SICAR. Ce n'est pas des affreux gauchistes non plus. SICAR est un chrétien, et le CCNE a dit il y a 2 sujets sur lesquels vous pouvez avancer. Cette mort ultime, là, à la fin, faites en sorte qu'il ne souffre pas. Et ceux qui s'interrogent en disant est-ce qu'on ne va pas me prolonger, laissez-leur écrire des directives anticipées. Eh bien, si on n'a répondu qu'à ça, on verra après comment la loi se fait. Et je suis d'accord avec toi, je n'aime pas cette société. Ou plus exactement, je continue à aimer cette société malgré tous les défauts qu'elle a, parce que j'ai au fond de moi la petite idée qu'on peut l'améliorer. Voilà. Donc, on peut se retrancher. Il y avait une jolie phrase qui disait Valérie disait de Kant, vous savez, Kant, c'est le ciel étoilé au-dessus de moi et la morale au fond de mon cœur. Il disait Kant a les mains propres, mais il n'a pas de main. Eh bien, il faut aller avec les mains, toucher justement ceux qui sont en train de mourir, pour savoir que de temps en temps, il est facile de manier des concepts ou d'écrire des lois, mais c'est beaucoup plus difficile d'échanger dans la vulnérabilité qui vous renvoie à votre propre vulnérabilité et à votre propre mort. Et s'il y a quelque chose qu'il faut préserver, franchement Emmanuel, que tu m'attaques, moi tu as raison, après tout on est dans la polémique, mais ne touche pas aux soins palliatifs, c'est la seule chose qui apporte de l'humanité dans une médecine triomphante, technique et déshumanisante. Donc, vive les soins palliatifs. On pourrait parler très longuement, on voit bien que c'est un sujet brûlant, mais il faut bien arrêter. Alors, je crois qu'il y a un mot de conclusion dit par une personnalité, une personne de repère la perspective. Merci tout d'abord à Jean-Claude Moyet pour avoir animé ce débat passionnant et parfois clivant, à nos intervenants et aux participants qui ont alimenté toutes les questions. Alors, nous n'aurons pas réponse à tout, mais comme notre série s'appelle Repères et perspectives, je voudrais très rapidement fixer quelques repères et ouvrir les perspectives à partir de ce que j'ai entendu ce soir. Alors d'abord, ça a été très bien dit, dans le fond, dès ces 2 ouvrages sur l'histoire des populations françaises et l'essai sur l'histoire de la mort, Philippe Ariès rappelle qu'au XVIIIe siècle, et Jean Leonetti l'a redit, on meurt chez soi, entouré de ses proches, et la maladie et la mort sont une fatalité auquel on ne peut rien, mais on s'y prépare. C'est un phénomène collectif qu'on fait aussi semblant de maîtriser avec une mise en scène théâtrale dont témoignent des œuvres littéraires et de nombreux tableaux. Alors aujourd'hui, ça a été rappelé, on meurt seul, souvent la nuit et en institution, puisque plus de 70% des personnes décèdent dans ces conditions, et souvent à l'hôpital. Mais, rémanence des cultures, 85% des personnes continuent à vouloir mourir comme au XVIIIe siècle, chez soi et entouré de ses proches. Et dans l'intervalle, comme ça a été aussi très bien rappelé, nous nous en sommes remis pour l'essentiel au corps médical et on a
surmédicaliser et institutionnaliser la fin de vie. Et depuis le début des années 2000, nos débats l'ont rappelé, il y a eu un fort courant législatif pour inverser ces choses et rendre son pouvoir au patient. C'est la loi de 2002 dont on a parlé, la loi Kouchner, qui renforce les droits du patient, établit le droit au consentement aux soins reçus, introduit cette idée de pouvoir refuser l'obstination déraisonnable. Donc, autrement dit, à partir des années 2000, il y a un grand courant qui s'esquisse et nous sommes dans ce courant qui vise à rétablir ou à rééquilibrer en fin de vie ce rapport entre le patient et le médecin. Donc, fallait-il faire une loi? Deuxième remarque. La question est très débattue. Elle reste débattue. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on se bagarre toujours entre nous sur faut-il délimiter la frontière entre le permis et l'interdit? Faut-il mettre de la clarté dans des pratiques? Et des pratiques d'euthanasie sont nées de manière limitée dans les hôpitaux. L'INED l'a rappelé dès 2012. Et puis surtout, ça a été rappelé aussi, le rôle de la loi est de fixer des limites. Et vous savez bien que derrière tout cela, il y a la responsabilité pénale du corps médical et le problème du délit d'homicide volontaire ou involontaire. Et donc, on a besoin d'une loi pour dresser ces frontières. Alors, les lois sont parfois dangereuses parce qu'elles ont un côté symbolique qui a été très bien rappelé. Et elles peuvent prêter à des dérives, elles peuvent prêter à des postures, et on se demande toujours si quand on fait une loi, j'aime bien cette expression, bâtit-on le pont de la rivière Kouai. Alors là-dessus, c'est toujours une chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, mais néanmoins, je retiens, troisième idée de notre débat, que ces lois qui ont déjà été révisées le seront encore. Et nous avons très bien expliqué pour quelles raisons. D'abord parce que ces lois sont ambiguës, elles utilisent des notions forcément ambiguës. Qu'est-ce que veut dire alléger la souffrance? Qu'est-ce que veut dire les droits du patient? Qu'est-ce que veut dire donner son consentement au traitement? Donc ces notions étant ambiguës, il faut sans arrêt les préciser, il y a une dialectique infinie. Deuxièmement, nous avons à côté de nous des pays qui ont dépénalisé l'assistance au suicide, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg et la Suisse, et donc il y aura peut-être des effets de contagion, et la tendance est forte, en se comparant avec nos pays voisins, de vouloir ouvrir des étapes supplémentaires, d'où cette idée que ces lois ne sont que des lois transitoires et qu'elles auront une suite. Et va-t-on ou non vers une banalisation et une légalisation de l'euthanasie? C'est une des questions qui a été posée. Donc j'ai aussi entendu que certains disent non, certains disent oui peut-être ou probablement. Mais pour surmonter cette question, je voudrais aborder cette quatrième idée forte qui a été rappelée ce soir. La loi n'est pas tout, la loi ne peut pas tout, et il faut regarder au-delà de la loi, car elle ne peut pas tout régler. Donc là-dessus, premier élément, il faut développer en France les soins palliatifs. On a été rappelé que notre pays, on a rappelé, était sous-équipé en la matière, que la culture palliative n'était pas assez développée pour surmonter ce clivage entre le curatif et le palliatif, et que les questions d'éducation sur ce point étaient loin d'être toutes remplies. Et donc j'ai beaucoup apprécié aussi l'apport de Mme Trébuchet, qui nous a dit que, dans le fond, avec les soins palliatifs, on fait le mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et c'est aussi une question d'engagement, d'écoute des personnes, besoin d'accompagnement matériel et spirituel, fait par les proches, fait par le corps médical, fait par tout le monde. Et puis, pour surmonter aussi cette contradiction, troisième élément, nous avons rappelé le profond besoin d'éthique, car la loi ne peut pas régler toutes les situations. Il faut éclairer les notions qui ont été incorporées dans la loi. Et finalement, c'est peut-être là-dessus qu'il faut conclure, c'est qu'il n'y a pas de loi sans éthique, et qui dit éthique dit approfondissement permanent, en partant des pratiques, des questions que se posent les praticiens, ceux qui accompagnent les personnes en fin de vie. Et donc, nous avons besoin de tenir ensemble la loi, l'éthique, et de développer les pratiques palliatives.
Et en tout cas, je retiendrai cette formule d'Étienne Hirsch, qui est, je crois, tout à fait juste. La loi n'a jamais le dernier mot sur l'éthique, et donc c'est l'éthique qui doit primer, d'où la nécessité en permanence d'organiser des débats comme ceux de ce soir, qui nous permettent justement d'essayer de tenir ensemble, d'un côté la loi, la frontière entre le permis et l'interdit, et en même temps la nécessité de l'éthique. Et je terminerai en reprenant cette très belle formule qu'a utilisée Jean Leonetti. Hypnos et Thanatos sont les frères jumeaux de la nuit. La nuit est tombée. Je vous souhaite donc une bonne nuit sur la base de ces perspectives, en espérant que vous vous réveillerez demain matin en étant mieux conscient des enjeux de la fin de vie. Et nous aurons l'occasion de faire d'autres débats. Rendez-vous dans 3 mois sur le thème de l'Europe entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Merci à vous, bonne fin de journée.